Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous pour ces rencontres du tourisme de Bretagne. On va parler d'identité ce matin. C'est vrai que depuis quelques années, on observe un retour à l'identité et à la valeur territoriale. On a vu hier que l'identité bretonne est aujourd'hui source de création et d'innovation pour des auteurs, pour des artistes, pour aussi des filières artisanales et industrielles. On va donc se demander aujourd'hui comment l'identité peut contribuer à singulariser les modèles de développement touristique. Comment peut-elle fédérer les habitants et les visiteurs dans un même ensemble, dans un même objectif? Et surtout, quelles sont les méthodes, les approches et les process qui le permettent? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Ludivine Selin. Ludivine qui est chef de projet design et innovation au sein de Pas-de-Calais Tourisme. Vous pilotez notamment des projets d'innovation de la destination autour du Louvre-Lens à travers une démarche design et de co-création, avec les différents acteurs publics et privés. On reviendra sur cette démarche, c'est ce qui nous intéresse. À vos côtés, on a également le plaisir d'avoir Evelyne Maître. Bonjour Evelyne, vous êtes consultante tourisme, culture et formation, experte en management de projets de développement. Vous accompagnez les territoires avec une méthodologie basée sur la compréhension des valeurs humaines et de l'identité des communautés qui les composent. À votre droite, Stéphane Sévoz. Bonjour Stéphane, vous êtes le responsable du T-Hub de la région Bretagne. Le T-Hub, c'est la cellule d'innovation touristique de la région dont la vocation est d'explorer et de déployer de nouveaux modèles de développement touristique. Et puis enfin, on ne le présente plus, mais si, on va le faire quand même. Paul Arsenault, vous êtes professeur en marketing de tourisme à l'UQAM à Montréal. Vous êtes aussi vice-président du MT Lab, l'incubateur d'innovation en tourisme, culture et divertissement, toujours à Montréal. Alors on va découper cette table ronde en 3 séquences. Une première séquence sur... on va essayer de cerner un peu ce que c'est que l'identité territoriale, ce que c'est que la valeur territoriale. On va essayer d'y consacrer, pas plus de 15 minutes, parce qu'après, évidemment, il faudra un peu descendre, essayer de savoir comment concrètement on peut appliquer ça dans le tourisme. Paul Arsenault, quand on regarde les sites internet des territoires, les brochures touristiques de ces mêmes territoires, ils proposent quasiment tous les mêmes expériences. Une uniformité d'ailleurs qu'on retrouve jusque dans la sémantique, à tel point que vous pouvez interchanger quasiment le nom du territoire. Personne ne s'en rendra compte, j'exagère à peine. L'identité territoriale, Paul, est-ce que c'est aujourd'hui le meilleur moyen de sortir de cette uniformité? Il le faut. Il le faut. À tout le moins, il le faut. D'une part, et Stéphane va être content de l'entendre, il y a l'enjeu de l'identité territoriale a été un projet avant tout marketing. Je pense à nos amis de la chaire d'attractivité territoriale. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait à comprendre cette identité-là. Et je pense, par exemple, à Vincent Golin qui nous disait par la suite, si tout le monde a développé un projet d'identité territoriale, ça sert à quoi? D'un point de vue de marketing, c'est exact. Du point de vue de la compréhension du territoire et de son développement, ça prend tout son sens. On n'est pas obligé d'être un totem. Et c'est un peu le message qu'on a vu tout à l'heure, et à la fois dans la fréquentation. Donc, d'imaginer, et à partir du moment où le territoire est au bénéfice, il appartient à l'habitant, à partir de ce moment-là, le fait d'être un totem perd tout à fait son sens et son utilité. Donc, les sites Internet, encore une fois, participent d'une démarche de communication. Ils sont homogènes, c'est fait par des boîtes qui les font pareil, et donc on doit sortir de cette vision-là et de se poser la question, encore une fois, quelle est cette identité? Là où il va y avoir un enjeu, par exemple, pour la Bretagne, c'est ma réponse rapide, c'est la couche complexe des identités. Puis on aura la même situation au Québec. Le Québec est une province parmi 10 au Canada, donc Destination Canada. On va retrouver l'Alliance d'industrie touristique, on va retrouver Tourisme Montréal, Québec Cité Destination, et il se pose la question à ce moment-là de quelle est l'identité pour qui, à quel moment. Et ces couches-là sont complexes parce que généralement, les fonds, les outils pour développer, faire le développement autour de cette identité viennent de très haut et les besoins sont très bas. Et quand les fonds viennent de très haut, les attentes ou les exigences de très haut, c'est la présence d'un territoire et d'une identité beaucoup plus large.
qui n'est pas nécessairement toujours la plus utile. Ouais, on reviendra d'ailleurs sur cette idée-là, c'est important. Ludivine Selin, vous avez mené en Pas-de-Calais, autour du Louvre-Lens, cette démarche sur l'identité de votre territoire. La volonté de départ était-elle celle-là, comme dit Paul, briser l'uniformité, la conformité, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons à ce retour à la valeur du territoire ? Il n'y avait pas forcément de raison ou de casser des conformités. C'est qu'on est sur un territoire qui accueille un musée, qui est le Louvre-Lens, qui a le bassin minier qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et justement, avec ces deux grands acteurs, c'est comment on va créer la destination touristique et créer une destination touristique qui aura du sens et qui durera dans le temps, et qui va justement contribuer à mettre en valeur l'identité du territoire. Donc c'était de se dire, on aurait pu prendre clairement le pari de se dire, voilà, on a un musée, donc un nom, le Louvre-Lens, on a le bassin minier classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est top, on a deux marqueurs qui sont super forts, on y va, on va construire la destination et on va faire une grosse campagne marketing et de com, et c'est parti, on va communiquer. Et voilà, et on va sortir la destination à coup marketing et à gros coût d'outils de communication. Et on n'a pas pris ce pari-là. Le pari a été de dire on va poser les choses et comment on va ancrer les choses dans le temps et comment on va construire les choses dans le temps avec le territoire. Et d'embarquer tout un territoire. Parce qu'une destination touristique, qu'est-ce qui fait une destination touristique? C'est son territoire et les richesses du territoire. Et c'est comment on le fait tous ensemble avec l'ensemble des acteurs. Donc à la fois avec les acteurs publics, privés, avec les habitants, avec les associations. Comment on va construire ensemble cette destination? Donc vraiment, ça a été une réflexion, mais aussi une démarche qui a été de prendre cette démarche-là et de le faire. Et de prendre ce pari pour avoir quelque chose qui soit pérenne et qui s'enrichit au fur et à mesure du temps et pour pouvoir aussi intégrer facilement des acteurs dans une dynamique collective. Oui. Donc là, on a déjà quelques mots-clés importants, donner du sens, inscrire une démarche sur un temps long et puis pouvoir impliquer tout le monde, tous les habitants du territoire. On reviendra justement sur tout ça parce que ça, c'est important. Stéphane Sévoz, quand on parle de développement touristique, on entend souvent, aménagement du territoire, on entend souvent critères fonctionnels. Est-ce qu'il faut sortir de ça et en quoi finalement interroger la valeur du territoire permet justement d'en sortir? Alors effectivement, quand on travaille sur le développement touristique, on entend bien souvent parler de fonctionnel. On a travaillé pendant des années sur la base des cibles, mais encore une fois, selon un regard qui est très fonctionnel. Donc on est arrivé à des référentiels qui nous ont guidés un petit peu dans la manière de développer les territoires, mais avec une certaine forme d'uniformisation via ces référentiels-là, qui sont des référentiels nationaux. Et on a un autre axe qui a été développé sur la base de problématiques territoriales qu'on avait. Mais là aussi, on arrive aussi à une certaine forme d'uniformisation des réponses. Donc l'idée, c'est de dire comment cette valeur au territoire, comment on peut réinterroger cette valeur au territoire, parce que tous nos territoires sont singuliers, tous nos territoires sont uniques. Et en fait, il faut qu'on arrive à inscrire ces logiques d'unicité dans nos manières de penser le développement touristique. On peut difficilement envisager, et en tout cas c'est notre rôle aujourd'hui, c'est de créer de l'expérience, c'est créer du rêve, c'est créer du souvenir. On peut difficilement envisager de créer du souvenir, du rêve, de l'expérience unique sur la base d'aménagements qui sont uniformisés. C'est-à-dire que là où les acteurs de la communication le font très bien, l'utilisation du marketing, dans l'utilisation du marketing de cette identité, de cette singularité, nous, acteurs du développement, on le fait un petit peu moins bien. Et en fait, c'est un peu l'enjeu, c'est aujourd'hui de se dire comment l'ensemble de ces éléments identitaires, ce qui fait la singularité des territoires, arrive en fait à se retrouver dans l'ensemble des pans de l'offre, dans l'ensemble, on va dire, des composantes qui font le tourisme. C'est-à-dire qu'on doit retrouver cet ADN, il doit être prégnant dans l'hébergement, dans les aménagements, dans les infrastructures, et pas seulement être des objets de valorisation. Aujourd'hui, on fait de la valorisation d'interprétation patrimoniale, mais au-delà de ça, cet ADN, il doit devenir consubstantiel de la manière de penser en fait, les objets de développement touristique. Là aussi, il y a une idée importante, sortir du fonctionnel pour entrer davantage dans l'émotion, et c'est ce que peut permettre justement la valeur du territoire. Evelyne Maître, c'est quoi finalement l'identité d'un territoire? C'est un concept qui, évidemment, de prime abord, peut sembler très, très subjectif et très vague.
Alors je dirais que quand effectivement ça peut sembler très, très vague, très conceptuel, quand on veut parler d'identité territoire, il faut déjà se dire qu'est-ce que c'est qu'un territoire. Alors Paul a commencé à en parler. Un territoire, c'est pas un espace. Ou en tout cas, si c'est un espace approprié par des habitants. Un territoire, c'est une mémoire collective. C'est fait d'attachement, c'est fait de plein de choses. Donc, on dépasse effectivement cette notion d'espace qu'on va pouvoir traverser. Et donc, une fois qu'on est dans cette idée de territoire, et ben, quand on travaille sur l'identité, en général, on se dit une chose, finalement, quelle est la vocation de ce territoire ? Est-ce que c'est une vocation qui va pouvoir être mise en tourisme par la suite? Mais en tout cas, ce territoire, il est là pourquoi? Et on se rend compte quand on travaille sur les différents territoires que la singularité, elle se trouve là parce qu'il n'y a aucun territoire qui a la même vocation. C'est comme nous, en tant qu'individu. Un territoire, c'est une communauté humaine, donc automatiquement, c'est la même chose que nous. On a chacun sa vocation. Le plus difficile, c'est d'arriver à trouver quelle est la vocation justement de ce territoire. Quel est le meilleur du territoire que je peux mettre en avant et qu'après je vais pouvoir mettre en tourisme. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui est important, c'est d'abord avoir vraiment en tête ce qu'est le territoire et finalement mettre un autre mot derrière la notion d'identité, c'est la notion de vocation. Oui, ça c'est important aussi. Un autre mot-clé, la notion de vocation et d'unicité finalement du territoire. Paul Arsenault, vous êtes Canadien, on l'entend bien, mais vous connaissez aussi bien le contexte européen et notamment le contexte électoral français, puisqu'on est en pleine élection présidentielle. Le concept d'identité est forcément délicat à manier dans ce contexte. Comment définir aujourd'hui l'ADN d'un territoire sans tomber dans ce terrain un peu glissant ? On n'a pas le choix de tomber dans le terrain glissant. Il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Il existe. Comprenons effectivement que l'identité peut être porteuse de deux dimensions. Je pense que c'est Dominique Siama hier qui parlait, plutôt que de parler de visiteurs, de parler d'autres. L'identité peut être quelque chose de figé et quelque chose qui invite justement à ne pas inviter. Le refus de l'autre. Et ça va se décliner de plusieurs façons. On a entendu certains mêmes enjeux, les habitants, les résidences secondaires, les résidences secondes. Qui est le bienvenu, qui ne l'est pas? Que signifie, Evelyne, tu as dit avec raison, il y a des pratiques sur un territoire. Et à quel point, mon Dieu, à qui on demande quelles sont les pratiques et comment elles doivent perdurer, encore une fois, donc quelle est... Et l'autre danger, je suis un peu flou dans ma réponse, l'autre danger, c'est effectivement de fixer un moment donné et d'imaginer que pour la fin des temps. Et un des problèmes qu'on aura dans la méthode, c'est effectivement de poser la question, de faire un diagnostic à un moment donné et d'imaginer que ce diagnostic-là, il est éternel. Donc oui, il y a le temps long qui est nécessaire, évidemment, dans la démarche, mais cette démarche-là également, elle est mouvante, elle est constante. Et si elle n'est pas vivante, si elle n'est pas constante, on va arriver effectivement à ce volet un peu plus laid de refus de l'autre, et on l'a vu dans toutes ces dimensions. On a vécu, on ne parlera pas du contexte des élections françaises, mais il y a eu des enjeux du vivre ensemble au Québec, avec un gouvernement à l'époque du Parti québécois, donc très identitaire, très nationaliste, mais qui s'est transformé dans des mesures sur les signes religieux ostentatoires qui frisaient vraiment la xénophobie. Et tout ça était défendu sur, ben voilà, des traditions, on a survécu, le fait français, il faut le préserver. Le résultat final est horrible. C'est de dire, si on justifie dans l'histoire et qu'on excuse nos mauvais comportements, c'est ennuyeux. Donc, la seule façon d'y arriver, c'est d'écouter, effectivement, et d'avoir un discours d'ouverture et un discours constant et d'accepter de remettre en question certaines certitudes qui sont conservatrices et qui vont être source au final de nuisances. Stéphane Sévos, travailler la valeur territoriale, est-ce que ça permet selon vous de mieux tenir compte des transitions? Transition écologique, transition sociétale, transition économique? Ça a été dit, le territoire est source d'inspiration, c'est-à-dire qu'il gagne à se révéler, il est source aussi d'enseignement et d'énormément d'enseignement pour nous. Hier, on a vu à travers la conférence sur le biomimétisme, on a un patrimoine naturel qui nous enseigne des choses et qui nous appelle à le prendre en considération pour le développer, pour le déployer. On a la notion de circularité, de prendre en
en considération ces ressources locales nous permet aussi de nous dire on est capable de travailler sur cette économie circulaire, sur de la valorisation de tout le terreau de ce territoire-là qui est mis en valeur par les acteurs. Et hier, encore une fois, on a vu qu'il y a des acteurs qui le mettent en fait en musique. On a aussi toute cette vocation dans la transition sociétale, c'est-à-dire que l'inclusion, les valeurs d'inclusion font aussi partie de ces valeurs à développer, et de s'indexer sur l'ADN territorial, c'est aussi source d'appropriation. C'est-à-dire que quand on va travailler sur des projets qui parlent aux habitants, quand on va parler sur des projets qui parlent de valeurs, en fait, on va amener à un engagement et à faire en sorte que des gens deviennent partie prenante de nos méthodes. Et on l'a vu avec Dominique Siama qui le disait assez justement, on ne peut pas faire sans l'écosystème, sans les acteurs, sans tous ces gens qui vont contribuer demain à faire en sorte que nos projets en fait, prennent vie sur les territoires. Ça repose aussi nos questions, enfin une question d'animation, du rôle aussi des collectivités, de pouvoir être dans ces animations de collectifs pour assurer ces émergences, pour assurer ces convergences et faire en sorte que toutes les parties prenantes deviennent en fait actrices du développement de nos territoires. Quand on va rentrer sur ces logiques-là, on s'aperçoit que la valeur autour de nous est énorme, parce qu'en fait les habitants, le monde associatif, les professionnels vont quelque part réenchanter quelque part ce développement touristique par leur contribution. Donc on est vraiment dans ces logiques transitionnelles, on est aussi accélérateur des modèles économiques, parce que là encore une fois, travailler sur la valeur, parler d'identité, parler de choses qui parlent aux habitants, par cet engagement qui va être généré, va permettre à des acteurs économiques de développer des activités qui leur sont propres, qui sont également singulières et qui vont être performantes. Oui, on va voir d'ici quelques minutes comment on va arriver justement à impliquer tous les acteurs du territoire dans cet objectif. Mais avant d'aborder ce sujet, Evelyne Maître, juste une dernière question. On a parlé avec Paul de concepts délicats à manier. L'autre difficulté est évidemment de ne pas tomber dans le folklore, hein, dans l'archaïsme, dans quelque chose finalement d'assez figé qui glorifie le passé. Ça, c'est une vraie difficulté aussi. C'est une difficulté. Moi, je dirais que le seul moyen de ne pas tomber dans ce travers-là, c'est déjà de travailler sur un patrimoine vivant. Oui. Il y a suffisamment dans les territoires de patrimoine vivant pour pas essayer d'en recréer d'autres. Si vous montrez un patrimoine vivant, ça va être accepté d'une part par les habitants et ça va être compris par les visiteurs. Et là, ça me permet aussi d'aborder un autre point qui me paraît important et qui est de l'ordre, en fait, de la responsabilité du territoire. C'est à un moment donné de se poser la question, c'est quelles sont, parmi toutes les clientèles potentielles, quelles sont les clientèles qui sont à même de comprendre qui je suis et qui sont à même d'apprécier ce que je vais pouvoir leur servir. On a tendance, quand on fait du marketing, quand on fait de la communication, même si on s'éloigne bien entendu depuis quelques années de tout ce qui est mass marketing, mass communication, d'essayer d'en vouloir un maximum, et on perd de vue qu'il y a de toute façon une partie, on pourra faire ce qu'on veut au niveau d'un territoire, il y a de toute façon à un moment donné des gens qui viendront sur le territoire qui ne comprendront pas ce qu'est le territoire. Donc la question qu'il faut se poser, c'est de se dire finalement, est-ce qu'il faut qu'on touche toutes ces personnes-là, ou est-ce qu'il faut qu'on fasse un vrai travail en amont, justement sur la compréhension de qui on est, de quel type de patrimoine on veut mettre en avant, qui ressemble. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de valeurs sans S. Moi, je mets un S à nos valeurs, en fait, aux valeurs du territoire. Et qui est en capacité de comprendre ces valeurs? Ça implique quelque chose, et par la suite, c'est de renoncer. C'est de faire des choix et de dire finalement cette clientèle-là, c'est pas la mienne. C'est pas grave, ça va être celle d'un autre territoire à côté, il n'y a pas de problème. Mais c'est de se dire, voilà, tout le monde n'est pas en capacité de comprendre ce que je vais lui servir. Et de travailler bien entendu sur le patrimoine vivant, parce que là autrement on tombe dans ce que tu disais, dans du folklore, quoi, dans quelque chose qui est mort. Oui, complètement. Alors on a défini un peu les contours de ce concept, hein. On pourrait y rester des heures, mais déjà on a semé quelques graines. Maintenant, évidemment, il faut délivrer, puisque le tourisme, les métiers du tourisme sont des métiers d'action. Donc on fait comment concrètement? Quelle méthode on applique? Ludivine Solin, j'aimerais qu'on ouvre avec vous ce volet méthodologique. Comment vous avez procédé concrètement pour sourcer finalement ce qui constitue véritablement l'identité de votre territoire? Comment vous avez fait? Alors, pour sourcer l'identité d'un territoire, donc nous, on n'a pas sourcé, c'est qu'on a travaillé dans une dynamique collective. Donc, et on n'a pas parlé d'identité, on a parlé de valeur. Ce qui est pour moi vachement différent on parle beaucoup d'identité, de valeur. Vous faites une différence, vous, et je fais vraiment une différence entre identité et valeur, parce que pour moi, c'est pas les mêmes choses. Et je préfère plus travailler avec des valeurs qu'avec une identité. Parce que pour moi, une identité, on enferme dans des cases, qu'avec des valeurs, on est beaucoup plus ouvert.
Et on partage beaucoup plus. Et c'est cette notion de partage qu'on a aussi avec les valeurs. Donc du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé le carnet de valeurs de la destination autour du Louvre-Lens. Et donc ça a été un travail déjà avec le territoire. Ça a été de voir qu'est-ce que c'est ce territoire, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il évoque, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Et à travers de tout ça, on l'a traduit au travers d'un carnet qui est un peu, on va dire, notre Bible au final, si on peut appeler ça une Bible, pour l'ensemble des acteurs de la destination et comment on parle tous ensemble de notre territoire au travers de valeurs communes. Alors, est-ce que vous vous êtes fait aider par des spécialistes On imagine que forcément, vous faites appel à plusieurs disciplines pour on fait appel à plusieurs disciplines. Et vraiment, dans ce travail, on a travaillé avec Lee Edelcourt, qui est une grande chasseuse de tendance, qui est une designer. Et on a vraiment apprécié sa démarche parce que, depuis hier, vous devez entendre parler beaucoup de design. Mais le design, c'est aussi de travailler par rapport aux besoins et par rapport aux tendances sociétales. Et ce qui a été très intéressant justement avec Lee Edelcourt, c'est qu'on a travaillé cet aspect sociétal avec le territoire. Qu'est-ce que c'est la société de notre territoire? Comment sont les gens de notre territoire? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils ont envie? Qu'est-ce qui se passe en termes d'évolution. Et donc, on a travaillé avec elle pour construire ce carnet de valeurs. Et justement, pour ne pas partir dans un concept qui soit hors sol et de se dire, voilà, on crée la destination, on crée un carnet de valeurs et on aurait pu être sur un concept totalement hors sol, mais qui soit tendance et design, comme on dit bien. Allez, on y va, c'est tendance, c'est nouveau, c'est design et c'est top. Mais au final, ça ne sera pas pérenne, quoi. Et au final, ce carnet, on l'a sorti, c'était en 2013. Et quand on le revoit et quand on le voit encore aujourd'hui, il est d'actualité. Il est toujours d'actualité. Voilà, il est toujours d'actualité, comme les carnets d'inspiration qu'on a fait sur différentes thématiques. Et c'était assez intéressant parce que justement, on a sorti ces carnets qui sont aussi des carnets d'inspiration pour l'ensemble des acteurs. De se dire comment je valorise mon territoire dans mon restaurant, comment je valorise mon territoire dans mon expérience culinaire, comment je valorise mon territoire dans mon équipement culturel, comment on fait tous ensemble et comment on y va tous ensemble pour être fort et être visible. C'est ça aussi. C'est comment vous allez créer une force sur un territoire avec un collectif qui aura envie, où vous allez créer du rebond entre chaque partenaire. Et c'est ça qui fait aussi une force d'un territoire. Et c'est là aussi où vous allez, quand vous travaillez avec des valeurs, c'est beaucoup plus fort et impactant. Oui. Donc c'est une sorte de référentiel, en fait, pour tous les acteurs locaux du tourisme alors je lance un projet, par exemple, en Nord-Pas-de-Calais, sur votre territoire, et je peux me référer à ce carnet de valeurs pour pouvoir définir ma stratégie touristique. Et c'est vraiment des carnets qui vont vous donner envie, qui vont stimuler votre créativité. C'est pas des carnets, c'est pas comme une charte d'engagement où on dit pour vous respectez la charte de la destination parce que vous pouvez avoir ça aussi, où vous devez respecter telle et telle règle. Non, c'est vraiment un carnet. Vous le prenez, vous le lisez, et il est là pour vraiment stimuler votre créativité, dire mais c'est vrai qu'il y a ça sur le territoire, mais c'est génial, et de pouvoir se l'approprier et de se dire comment je vais le transformer en expérience touristique, en expérience pour la clientèle. C'est vraiment cette démarche-là, c'est vraiment une démarche de fond, et c'est vraiment une démarche de stimulation créative. Et c'est aussi d'ouvrir le champ des possibles. C'est un carnet d'inspiration qui montre aussi, qu'est-ce qui se passe en dehors de notre territoire, qu'est-ce qui se passe aussi ailleurs, qu'est-ce qu'il y a comme autre hébergement. Et avec les valeurs de notre territoire, comment je vais construire quelque chose de nouveau avec les valeurs de mon territoire, avec cette couleur noire, avec ce musée, avec tout ça, quoi. Oui, je vous interromps, excusez-moi, vous disiez la couleur noire, parce que ça, c'est une valeur. Hein, dans ce carnet de valeurs, vous avez textuellement le noir. Oui. Le noir est une valeur de votre territoire. Pas simple à valoriser, ça. Hein. Alors, pas simple à valoriser. Je ne vous cache pas que quand j'ai pris mon poste en tant que chef de projet design et innovation, pour moi, ça a été le top du top, parce que moi, clairement, j'adore le noir, mais je trouvais ça aussi génial
de prendre le contre-pied, parce que c'était vraiment un pari. Clairement, c'était osé il y a quelques années de se dire on va parier sur le noir. Déjà, il y en a qui disent le noir, c'est pas une couleur, mais si, le noir est une couleur. Vous avez une déclinaison de noir qui est super intéressante. Et c'est génial de se dire vous avez ces terris qui sont noirs, et le noir est là vraiment pour sublimer les choses et vraiment embellir toute cette créativité. C'est vraiment le noir dans son élégance, de rendre fiers aussi les gens du territoire et de leur montrer que le noir est là aussi pour sublimer, et ils doivent être fiers de ce noir parce que c'est un noir au final classe, quoi. Quand vous voyez la petite robe noire de Chanel, c'est la classe. C'est l'élégance. Et c'était vraiment de renverser les clichés, et on va y aller et on y va à fond, quoi. On y va à fond et on cherche pas. Et on a créé aussi la glace noire, vous voyez. La glace noire. Voilà, la glace noire, c'est une glace unique que vous aurez que chez nous. Et cette glace noire, elle a une force parce qu'elle est chez nous, dans le bassin minier. Que si vous faites cette glace noire, je suis désolée, à Menton, c'est hors sol, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous créez des choses qui ont du fond. Du fond, du sens et des valeurs. Et pour moi, ça, c'est plus important qu'une identité au final. Juste une question de calendrier. Vous disiez que vous aviez sorti ce carnet de valeurs en 2013. Il s'est écoulé combien de temps entre le moment où vous avez commencé la démarche et le moment où vous avez sorti ce carnet de valeurs? C'est quoi? C'est 1 an, 2 ans? J'ai aucune idée. Alors, je veux vous dire clairement, en termes de temporalité, il y a eu ce carnet de valeurs qui est sorti. Après, on a fait des carnets d'inspiration sur l'hébergement, carnets d'inspiration culinaire pour vraiment, aussi, quand on développe une destination touristique, il y a aussi des aménagements à faire. Donc, tout ce qui est cette notion d'hébergement, il y a aussi les aménagements des voies vertes, tout ça, toutes ces notions-là. Donc, on a vraiment créé ces supports pour aussi aider les territoires, aider les acteurs publics et privés dans cette démarche pour se dire on crée des choses nouvelles et on y va. Et donc du coup on a eu quand on a lancé ce carnet de valeurs, donc c'était avec une conférence avec Lee Edelcourt qui présentait le travail, et on l'a fait revenir. Donc elle est revenue chez nous, c'était en 2018 ou 19, je sais plus. En 2018, et donc elle est revenue pour faire un peu, on va dire, une mise à jour. Mais ce qui était super, c'est que quand elle est arrivée, elle a commencé sa conférence en nous disant c'est génial parce que 7 ans après, je dors dans le concept que je vous ai présenté il y a 7 ans. Et ça, c'était hyper fort parce que ça veut dire que ce qu'elle nous a présenté il y a 7 ans, on l'a transformé en opérationnel sur le territoire. Et on l'a transformé en opérationnel avec une dynamique de territoire et avec les acteurs. Et c'était super parce que ça a mis 7 ans, mais on a sorti plus de 100 projets. On a transformé en opération plus de 100 projets qui étaient à la fois de l'hébergement, qui étaient à la fois de la restauration, qui étaient de l'accompagnement à la création d'un hôtel. Et tout ça avec des valeurs communes. En tout cas, ça prend du temps. C'est une démarche qui prend du temps. Qui est pérenne dans le temps. Qui est pérenne dans le temps. On va y revenir. En tout cas, vous en parlez avec passion. Et puis, vous êtes tout de noir vêtu aujourd'hui. J'imagine que ce n'est pas un hasard. Stéphane Sévozon, j'aimerais qu'on revienne sur cette notion d'implication des habitants. Parce que ça, c'est évidemment crucial. Au moment où on source les valeurs du territoire, où on va sourcer les valeurs du territoire, on voit que Ludivine s'est fait aider par des spécialistes. Mais j'imagine qu'il faut réunir les acteurs, qu'il faut rassembler les habitants à travers des réunions. Je ne sais pas comment on fait finalement pour impliquer les habitants et les acteurs dans ce sourcing des valeurs du territoire. L'implication de l'habitant est essentielle, et au-delà de ça, ça a été dit, en fait, c'est l'implication de l'ensemble des acteurs. Parce que la force, en fait, vient du collectif, et on arrivera à faire à peu près rien si on n'a pas le collectif autour de nous. C'est-à-dire que quand nous, on est parti sur la démarche du T-Hub, l'ambition, c'était de se dire comment on pense le territoire, comment on est capable de sourcer les valeurs du territoire, et est-ce qu'en fait, au final, ce n'est uniquement qu'une affaire d'experts. Et en fait, non, ce n'est pas une affaire d'experts. Chacun a sa vision du territoire. Il y a le territoire vécu, il y a le territoire perçu. Et en fait, c'est intéressant d'avoir en fait, ces multiprismes autour des objets, pour se dire, OK, comment on va sourcer ces valeurs-là, comment on va les identifier, et qu'est-ce qui fait singularité. D'avoir des visions d'experts, c'est intéressant parce que ça nous permet d'ancrer en fait, dans une réalité. D'avoir des visions d'habitants, ça nous pose aussi dans une histoire, dans une temporalité qui est aussi intéressante à explorer. D'avoir le regard des jeunes aussi est très intéressant, parce qu'en fait, on a la vision prospective, quelque part, du territoire, ou du moins de ce qu'ils projettent
à l'avenir sur ce territoire-là. Donc d'arriver à créer ces collectifs en fait, autour des objets, en amont des projets, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'avant de penser à un objet de développement sur la base, comme je disais tout à l'heure, d'un référentiel, d'être en capacité de fédérer plein d'acteurs différents qui ont des regards différents, qui vont croiser ces regards, qu'ils soient jeunes, anciens d'un territoire, que ce soit des habitants, que ce soit des socioprofessionnels, que ce soit des personnes extérieures au territoire, d'avoir ces experts qui vont apporter cette profondeur en fait, dans la connaissance territoriale. Ça nous permet en fait, de nous dire, OK, on pensait développer le projet de telle manière, en réalité non, on va le développer de manière complètement différente. Et ça c'est très intéressant et c'est juste passionnant parce qu'en fait on rentre dans l'humain. C'est-à-dire que de là où on sort d'une logique d'un cadre, où on dit voilà on va développer comme ça, comme ça, comme ça, là en fait on commence à jouer sur le sensible et sur des choses qui en fait ont de la valeur parce qu'elles appartiennent au territoire et en fait elles projettent le territoire dans quelque chose de nouveau. Et donc de là où on part d'un aménagement normalisé, ben en fait, on va le raccrocher à quelque chose. Puis en fait, on va le raccrocher à des gens. Et ces gens vont s'emparer de ce sujet. Et potentiellement, ils vont développer de l'économie autour de ce sujet. Encore une fois, tout ça va parler. En fait, ça parle du territoire, ça parle des gens. Et quand on commence à parler des gens, à s'intéresser à eux, eux-mêmes deviennent en fait partie prenante des projets. Donc, en fait, on rentre dans des logiques vertueuses. Et c'est juste, en fait, j'ai envie de dire, c'est magique. Parce que, quelque part, on rentre dans une logique où tout le monde devient partie prenante de son développement. Et c'est pas seulement, en fait, quelqu'un qui va dire, le développement, c'est cet axe-là, c'est cette orientation-là, et point. Evelyne Maître, on source les valeurs territoriales, on les définit. Finalement, il y a quand même un risque à une telle démarche, c'est de créer un peu des nouvelles normes qui enferment peut-être à nouveau le territoire dans des sortes de standards, non ? Il n'y a pas ce risque-là ? Alors moi, je pense que le risque, c'est surtout de s'attacher aux normes des autres. Oui. Le risque, il est là. Je vais prendre un exemple juste pour expliquer ma façon de voir les choses. Il y a quelques années, j'interviens à Marrakech. Et le maire de Marrakech nous consulte en disant on a un souci, les Marocains fondamentalement sont hospitaliers. L'hospitalité, ça fait partie des valeurs du Maroc comme d'autres pays, mais en particulier du Maroc. Et on ne comprend pas parce qu'en fait, des personnes qui après travaillent dans les hôtels perdent cette partie d'hospitalité. L'accueil n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe ? On a travaillé là-dessus et en fait, on est arrivé auprès d'eux en disant en fait, il y a un problème d'ailleurs. C'est-à-dire que la personne, Marrakchi, qui part de chez elle où l'hospitalité, ça fait partie de ses valeurs, qui va être très hospitalière, quand elle arrive dans un hôtel qui là par contre a des standards qui sont des standards internationaux, qui sont des standards qui délivrent en fait des normes internationales, et ben elle est dans cet ailleurs, elle est plus chez elle, elle est plus dans son pays, elle est plus sur son territoire. Donc comment voulez-vous qu'à ce moment-là elle puisse rattacher ce qu'elle est au plus profond d'elle dans un lieu qui est ailleurs? Donc moi j'ai pris volontairement cet exemple-là pour dire le fait de travailler sur l'identité d'un territoire, ça permet justement de voir qu'est-ce qui est important à l'intérieur de ce territoire, on revient tout le temps aux idées de valeur, qu'est-ce qui est important pour nous, quels sont les éléments sur lesquels on ne transigera pas. Voilà, ça c'est important, c'est nous. Moi je suis une adepte du bienvenu chez nous. Je ne suis pas une adepte sur bienvenue, vous êtes chez vous. Non, vous êtes chez nous. Par contre, vous êtes le bienvenu. Et moi, je vais vous expliquer comment comprendre qui nous sommes. Et tout ce que vous allez voir là, ça va être construit par rapport à qui nous sommes. Ce ne sont pas des normes, ce ne sont pas des standards. C'est le reflet de qui nous sommes. Oui. Paul Arsenault, on voit à travers ces témoignages qu'il y a évidemment un trait d'union dans le sourcing de ces valeurs territoriales, c'est la co-construction. Ça, c'est le point central. On ne peut pas arriver à sourcer ces valeurs territoriales sans co-construction. Et c'est tout l'enjeu. Puisque nos métiers, ce que tu disais, Evelyne, nos métiers, notre approche depuis des décennies est dans la filière, dans le silo, dans notre travail individuel qui, au maximum, je pense à mes amis des offices de tourisme, je disais longtemps, moins on voit les autres, mieux c'est. Et là, on a un pool de prestataires, voilà, puis on pige dedans, puis on fait de la com. Et évidemment, il n'y a pas de construction. Et évidemment, il n'y a pas de construction. Et ce qu'il faut aussi se rappeler d'un point de vue, parce qu'on est quand même en tourisme ici, il y a eu une croissance exponentielle du tourisme. Et quand tout va bien, quand la croissance se fait toute seule dans tout secteur socio-économique, on n'a pas besoin d'être très performant. et pourtant, on se gratifiait, on se disait, c'est fabuleux ce qu'on fait. Arrive la COVID, arrive la guerre en Ukraine, et là, je pense qu'on va découvrir la nécessité
la très grande nécessité, et c'est un peu le message qu'on a entendu dans tous les panels que j'ai entendus, c'est ces regards différents, ces regards croisés, ces regards complémentaires sont absolument nécessaires, à la fois dans la construction avec les acteurs, qui ne sont pas des acteurs d'ailleurs, on n'est pas des acteurs chez soi, on est vraiment tous des habitants, tous des habitants, mais avec des fonctions sociales ou des fonctions économiques différentes, mais qui participent toutes de ce même grand projet. Donc la co-construction, enfin, ce qui me fait peur avec tout ça, c'est de dire on intellectualise quelque chose, et c'est ce qu'ont fait les équipes autour de Stéphane, était justement d'être dans comment dire, les mains dans le cambouis, et on réfléchit, on imagine des années possibles, mais collectivement avec des regards, des compétences différentes. Donc on sort d'une logique de filière vers celle de compétences. L'autre élément aussi que je trouvais intéressant dans le panel précédent, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'entendre, sur ce qui était le surtourisme, qui est devenu l'hypertourisme, qui, vous m'avez déjà entendu il y a quelques années, l'expression québécoise, grimper dans les rideaux, c'est hallucinant comment on imagine. Et là, on voit des chiffres. Bref, la réalité, c'est qu'une fois que la notion de coût, par exemple, ici, de réfléchir, de mesurer la réalité d'un hypertourisme, on regarde avec les données, avec Orange, avec les lits hôteliers, ces choses-là, on fait « Ah ben non, ben finalement, il n'y en a pas. » Et il y a eu une crise et on pensait que le territoire avait été envahi, et non, les chiffres le démontrent. Ben, de la même manière, on commence à voir l'exemple de Ludivine, 2013, c'était assez, comment dire, précurseur, hein? C'était très en avance. Et si on veut écouter aussi les principes d'Evelyne, on se dira, ben, on ne va pas faire exactement la même chose, on ne va pas reproduire, mais on va s'intéresser dans non pas dans la méthode, mais dans la démarche. Il ne faut pas confondre les deux. La co-construction, donc, c'est ce mélange des regards, et je reviens encore une fois au design, de l'utilisateur, de regarder l'utilisateur d'un territoire. Finalement, on est aussi simple que ça. Et je crois qu'on est rendu à cette étape fantastique. Et moi, je vais me faire pendre quand je revenais haut et court, parce qu'on parle du marketing. Je suis professeur d'un département de marketing. Et il faudrait ici pas confondre la com et le marketing. Mais le marketing, depuis très longtemps, repose sur cette dimension de comprendre les marchés, les segments, l'identité. On retrouve beaucoup des notions de guide de la marque. On va retrouver. Donc, les gens du marketing l'ont bien travaillé. Le problème, c'est que personne ne voit le guide de la marque. Il y a juste l'agence de com qui la voit. Et elle n'est pas... je regarde mes amis de Québec, par exemple, qui ont fait un travail très intéressant à la Ville de Québec. Il n'y a pas un seul prestataire qui ne l'a jamais même passé proche de voir. Alors, comment on partage l'identité, comment on peut la mettre en application si même les outils de base qui ont été très bien faits ne sont pas partagés? D'où la co-construction qui est nécessaire et qui n'est pas juste on fait un colloque une fois par année, on se voit et on dit hey, on a coché, oui, les gens ont été consultés, merci, à l'année prochaine. Alors, on a vu quel était le concept, on a vu comment on pouvait sourcer ces valeurs territoriales. J'aimerais savoir maintenant comment tout ça peut servir au développement touristique d'un territoire. Ludivine, Paul le disait, vous étiez assez précurseur dans votre démarche. On a un peu de recul maintenant aujourd'hui avec votre démarche. Quel bilan vous en faites? Comment cette démarche a-t-elle contribué au développement touristique de votre territoire? Comment elle a contribué au développement touristique du territoire? Parce qu'on a construit de nouvelles offres touristiques, déjà. On en crée toujours des nouvelles. Donc ça a contribué. Donc, les acteurs s'approprient ça. Les acteurs s'approprient. Les acteurs sont vraiment aussi dans une démarche... Maintenant, pour eux, c'est évident qu'il faut travailler tous ensemble, aussi bien les collectivités que les partenaires privés. Là où on s'est rendu compte, c'est qu'il faut aussi s'adapter au rythme de chacun. Donc c'est très important de respecter le rythme de chacun, à la fois d'une institution, mais aussi d'un partenaire privé, où on n'a pas le même rythme pour avancer. Et justement, on est là pour faire cet équilibre et jongler entre ces rythmes pour pouvoir développer la destination. Donc nous, aujourd'hui, le bilan, c'est qu'on se rend compte qu'on crée toujours. Donc quand vous avez un territoire qui a toujours envie de créer, qui est force de proposition, ça veut dire que la mayonnaise a bien pris, qu'elle est bonne, au final. Derrière, quand vous avez plus en plus d'acteurs qui ont envie de rentrer dans cette dynamique, pour nous, c'est très important.
Et on a pu voilà, en tirer un bilan quand on a réalisé Hyper Noir en 2021, qui était vraiment une mise en lumière de toute la démarche créative. Et on a rassemblé plus de 70 partenaires publics et privés pour créer un mois d'expérience. Donc pour nous, c'était voilà, un beau bilan et aussi voilà, une belle mise en lumière de toute la démarche. Et de voir que ça continue, ça s'amplifie, qu'il y a toujours des projets qui sortent, que quand vous proposez quelque chose, les territoires répondent, que vous mobilisez des acteurs privés, des acteurs publics, ils ont envie, qu'au final on arrive à casser des frontières aussi, c'est ça qui est important. On a réussi à casser des frontières parce que nous, on travaille avec 6 communautés d'agglomération, on travaille sur 2 départements. Donc vous avez toujours des fois, voilà, ces petits... Les guerres de chapelle. Oui, un peu ces guerres de chapelle, mais au final, quand vous êtes dans une démarche de co-construction, ben, vous cassez ces frontières. C'est ça qui est important aussi, c'est de se dire OK, et aussi on respecte aussi l'identité de chacun parce que vous êtes sur des valeurs communes. Et ça, c'est différent. C'est que nous, on n'est pas là pour cacher, enfin pour gommer les identités des territoires, parce que chacun a son identité, chaque communauté d'agglomération a sa façon de faire, sa manière de travailler, et donc on les respecte. C'est ça aussi, c'est qu'il faut avoir un respect de chacun et un respect de la façon de faire de chacun. Et quand vous respectez ça et que vous travaillez en agilité et avec le rythme et au rythme de vos partenaires, du coup, les gens se sentent plus confortables et participent beaucoup plus à des démarches collectives de développement touristique. Ça, c'est vraiment Donc c'est ça qui est vraiment important, c'est aussi sur le fond, sur la manière de faire. Parce qu'on est... des méthodologies, on peut en sortir, des méthodos. Je peux vous sortir aussi la méthodologie du design. Et demain, vous allez me dire, mais c'est quoi la démarche design? La démarche design, elle est à chaque fois différente selon le projet, selon les acteurs qui sont dedans. Elle est toujours différente. Elle sera toujours faite de manière différente. C'est comme on m'a posé à un moment donné la question quand j'allais intervenir ici. Au final, ce que vous avez fait chez vous, on pourra le dupliquer en Bretagne. Et j'ai expliqué, mais non, on ne peut pas dupliquer les choses. On peut s'en inspirer. On peut partager l'expérience, mais on ne peut jamais dupliquer une méthodologie à un autre territoire. Ça, c'est important. On ne peut pas. Vous pouvez créer des démarches collectives. Enfin, ça peut être pareil, on peut avoir nous, des démarches collectives sur notre territoire, sur la destination, on peut avoir des démarches collectives en Bretagne, mais vous ne pouvez pas dupliquer, pour moi, des méthodologies. Parce que si vous dupliquez une méthodologie, vous allez standardiser et vous n'allez plus respecter les valeurs du territoire et l'ADN du territoire. Ça c'est super important. Stéphane Sévoz, quand on regarde les offres touristiques des uns ou des autres, on voit pas mal de références à l'identité aujourd'hui, mais c'est peut-être mon impression, mais on y voit surtout un artifice de communication et de marketing. Comment faire en sorte que l'identité sorte de ce champ communication et marketing pour entrer vraiment dans celui du développement touristique? Alors je pense déjà, pour revenir sur ce que vient de dire Ludivine, c'est passionnant et c'est fondamental. C'est-à-dire que chaque territoire en fait est unique. Les méthodologies sont donc uniques. Il y a quelques années, Evelyne me disait il n'est jamais bon d'être suiveur parce qu'en fait on est toujours à courir après des modèles et qu'on ne rattrapera jamais parce qu'en fait d'autres ont investi dessus humainement, financièrement, et il est toujours bon d'être leader sur son propre modèle. Donc effectivement, la logique de duplication est simple parce qu'en fait on voit quelque chose qui s'est passé ailleurs, c'est intéressant, on va le dupliquer, on va le répliquer chez nous et ça va fonctionner. Il y a quelques années, je travaillais dans le développement des stations. On a travaillé sur les premiers parcours balisés de ski alpinisme, et parce qu'en fait, c'était identitaire au territoire. Ça correspondait aux valeurs de ce territoire. C'était ancré dans ce territoire-là. Quelques années après, on l'a dupliqué de partout ailleurs, sur d'autres territoires. Mais en fait, ça n'a pas du tout la même profondeur. C'est-à-dire que les acteurs locaux ne pouvaient pas s'en emparer, parce qu'en fait, ça ne leur parlait pas. C'était pas leur identité. Ou alors, c'était leur identité, mais dans une moindre mesure. Et donc, du coup, là où sur un territoire, l'ensemble des acteurs s'en sont emparés, on en fait une activité économique, on en fait une performance économique. Sur les autres, en fait, c'est devenu une activité d'agrément. Donc, en fait,
quelque part qui a peu de valeur. Mais au regard de l'utilisateur, du visiteur, en fait c'est complexe, parce qu'au final, le visiteur il va aller sur d'autres territoires et se dire mais en fait c'est bizarre, on me propose une activité de plus, mais quelque part, ouais c'est une activité de plus. Alors que sur ce territoire-là, cette activité, en fait elle est fondamentale, elle parle aux gens, elle parle à leur cœur en fait. Donc cette logique-là, elle est fondamentale, de non-duplication. Et en fait, on peut être inspiré par d'autres, mais encore une fois, ça nécessite adaptation. Comment on fait en sorte que cet ADN rentre en fait dans cette logique-là? Quand on a dit ça, on rentre dans les logiques des méthodologies. C'est-à-dire comment on fait en sorte de sortir du champ de la communication pour rentrer dans le champ du développement. Là encore, le collectif en fait est essentiel, parce qu'en fait, il est révélateur. Ce croisement des visions va apporter en fait à la démarche. Et je pense qu'effectivement, on ne peut pas dupliquer des méthodes, mais il y a des communs. Et dans les communs, il y a le collectif. À partir de là, une fois qu'on a créé ce collectif, l'idée, en tout cas nous, ce qu'on a pu opérer, c'est de s'intéresser en fait à ce qu'est le territoire, à sa valeur. Donc en fait, qu'est-ce qui singularise mon territoire du territoire voisin? Et là, on rentre dans une certaine forme de profondeur, parce qu'au final, on a des éléments qui pourraient paraître communs. Quand nous, on a travaillé sur l'émergence de cette singularité territoriale de la frange littorale bretonne, on s'est dit, voilà, il y a des objets, ils sont matériels, mais ils sont aussi immatériels. Et en fait, tous ces objets-là, quelque part, on pourrait dire, il y a les ports. Ouais, les ports, il y en a partout ailleurs. Mais le port en Bretagne, il a une histoire, en fait, il a une singularité. Il a quelque chose qui lui appartient. Et en fait, il parle de valeurs humaines, il parle d'engagement, du rôle des femmes, etc. Mais il en parle beaucoup plus qu'ailleurs. On a des éléments, l'estran, les marnages, etc. Il y a des marnages de partout, mais en Bretagne, il y a le plus fort marnage d'Europe. Et donc, en fait, on a quelque part des singularités liées à ça, parce qu'en fait, on a des territoires d'expérience qui se découvrent pour tout ou partie et qui laissent apparaître des nouveaux territoires d'expérience. Donc, en matière d'itinérance, c'était intéressant de se dire, on peut capitaliser sur ces éléments-là. Au-delà de ça, sur le patrimoine immatériel, chaque territoire est le fruit d'une géologie, d'une géographie, mais en fait, du coup, forcément, les territoires sont aussi l'expression d'une culture humaine, d'une histoire politique qui, quelque part, les singularise encore plus fortement. Et donc, en fait, quand on s'intéresse à ce patrimoine immatériel, on s'aperçoit qu'il y a la langue, la toponymie, etc. Et en fait, force est de constater qu'en Bretagne, la toponymie nous parle de territoire. Parce qu'en fait, chaque chemin a son nom, chaque bout de parcelle, en fait, est qualifié, et ce nom traduit, en fait, les qualités de ce terrain-là. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on nomme les différentes portions de sentiers avec des numéros, en fait, quand on s'intéresse à l'histoire du territoire, on s'aperçoit qu'en fait, le territoire, il se raconte rien que par la toponymie. Donc, passionnant. Quand on est dans ces logiques-là de remise en perspective de ces éléments-là, en fait, on peut commencer à innover, parce qu'on commence à voir en fait des logiques, des subtilités. Dans la langue, quand on regarde le Finistère en français, le Finistère, c'est la fin des terres, c'est une finitude. Quand on voit son expression bretonne, en fait, elle signifie à la fois le début, la fin, et en fait le commencement. Là aussi, on est dans des logiques de double sens, on est dans des logiques qui sont intéressantes à intégrer dans la manière de penser le développement. Donc tout ça peut paraître assez philosophique, mais en même temps, c'est des objets matériels. Quand on arrive à regrouper ces objets-là, on arrive en fait à créer ce qu'on appelle des positionnements de territoire de projet, ou des règles du jeu. C'est-à-dire, voilà, mon territoire, si je veux le raconter, il faut qu'il réponde quelque part à ça. Et donc, ces objets-là, l'interrogation, c'est-à-dire comment on les remet en perspective des enjeux transitionnels. De la même manière, quand on s'intéresse au patrimoine, c'est comment on va... Nous, on parlait d'itinérance, on s'est dit, mais c'est bien de parler d'itinérance, mais l'itinérance bretonne, c'est quoi? Et si on parle d'itinérance aujourd'hui, si on parle d'itinérance demain, en fait, ça paraît évident de s'intéresser en fait, à ce qu'était l'itinérance passée. C'est-à-dire pourquoi les Bretons se sont mis en mouvement, comment ils se sont mis en mouvement, comment ils se déplaçaient, ils se nourrissaient, ils se logeaient, non pas dans des logiques de remettre en perspective et de remettre ces éléments-là à l'ordre du jour comme une belle injonction à l'archaïsme en mode voilà, on va travailler sur quelque chose, on va reproduire quelque chose qui n'aurait plus de sens aujourd'hui, mais est-ce que ces usages passés peuvent être réinterprétés pour être remis en perspective d'usages futurs au regard des nouveaux enjeux transitionnels, au niveau des nouveaux modèles de consommation, etc. Donc c'est ce croisement-là, c'est-à-dire c'est s'appuyer sur ce passé-là, à partir de là, voir et détourer tous les usages actuels, les tendances, et en fait, de croiser ces éléments-là dans des démarches de créativité. Là encore, la force du collectif est importante, parce que d'avoir à la fois des gens du tourisme, des gens hors tourisme, va permettre de s'interroger. Parce qu'en fait, on a tous nos biais métiers, qu'on soit du tourisme ou qu'on soit dans d'autres domaines, on va se dire non, on est limité par ça. On ne peut pas aller au-delà de ça. Parce qu'en fait, on a tout de suite en tête, attention, il y a des réglementations, il y a des normes, il y a des problèmes de budget, etc. Mais en fait, en mettant des gens plein de regards sur le tour de table, tous ces éléments-là, tous ces biais-là vont tomber. Et en fait, on a des gens qui vont créer, tout simplement créer, et se dire, à partir du moment où on a des objets ADN, où à ces personnes, on leur demande de croiser ces éléments-là avec des usages, sous couvert de règles du jeu qui sont en fait les valeurs du territoire, ce qui nous parle de la singularité, à partir de là, en fait, on va imaginer des nouveaux objets. Et donc, on va pouvoir se dire, si on analyse
ces éléments-là au prisme de l'hébergement, on va se dire, OK, l'hébergement en Bretagne, si on doit nous parler d'hébergement, on voit très très bien ce qu'est un hébergement d'itinérance en montagne. C'est un refuge, ça nous parle de montagne, ça nous parle d'identité, ça nous parle du territoire, rien que par la rencontre du territoire, par le lieu et par l'humain, le gardien de refuge qui va transférer des valeurs, etc. Ben, en fait, dans la même mesure, sur la frange littorale, qui est pourtant une frange littorale qui est anthropisée, donc du coup on va retrouver plutôt une uniformité, enfin plus d'uniformité dans la manière de traiter les sujets. On va pouvoir se dire comment on va assurer cette continuité d'expérience et comment ces valeurs territoriales vont infuser, et c'est ce qu'a fait du coup Ludivine sur la mission Tour de Provence, comment ça va infuser l'hébergement, comment on va retrouver ces marqueurs territoriaux, encore une fois dans une logique d'identité créatrice, et l'identité est toujours créatrice. Donc on va rentrer dans ces logiques-là et en fait on va créer ensemble des opportunités. Et en fait, ce sont des opportunités de projet que d'ailleurs tout acteur va pouvoir décliner à son échelle. Evelyne Mette, pour conclure, parce qu'il nous reste quelques minutes, encore quelques minutes pour les questions d'ailleurs. Hein, je pense que je préviens la régie, mais on pourra se prendre 5 minutes pour les questions. Evelyne, vous êtes une experte, vous, du développement touristique. En quoi le travail sur la valeur du territoire est-il un travail de développeur aujourd'hui? Parce que c'est le premier outil du développement. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas identifié, de mon point de vue, les valeurs du territoire et l'identité du territoire, il ne faut pas aller plus loin. Il faut s'arrêter, il faut prendre le temps. Je prends un exemple justement pour... alors je vais aller en Savoie, mais je ne vais pas aller dans un lieu où nous avons travaillé ensemble avec Stéphane. Je vais aller à Aix-les-Bains. Et je vais en quelques mots en fait vous raconter ce qui s'est passé à Aix-les-Bains, dont la marque touristique à l'heure actuelle est Aix-les-Bains Riviera des Alpes. La problématique c'est la suivante: on est en 2015, on est en pleine loi NOTRe et on a un certain nombre de territoires autour d'un lac qui s'appelle le lac du Bourget. Énorme lac. Le questionnement c'est de se dire, on a des visions différentes, hein. Il y a Aix-les-Bains, grosse station thermale, et puis il y a plein d'autres territoires autour. Et il va falloir travailler ensemble. Et donc, la première idée qu'on a à ce moment-là, moi je dirigeais l'office de tourisme d'Aix-les-Bains à l'époque, c'est de dire, on va regarder ce qui se passe autour du lac du Bourget. Est-ce que le lac du Bourget est un marqueur? Et finalement, on s'est rendu compte que non, c'était pas ce qui parlait le plus, parce qu'on se mettait vraiment en concurrence avec notamment le lac d'Annecy à l'époque. Le lac d'Annecy qui est beaucoup plus connu que le lac du Bourget. Et donc, on a travaillé justement sur l'identité. J'ai amené un certain nombre d'acteurs justement à voir ce qui les rassemblait, plutôt que ce qui les dissociait. Et on s'est rendu compte que ce qui les rassemblait tournait autour d'Aix-les-Bains. C'était l'eau curative, c'était l'eau qui ruisselle aussi des montagnes et autres. Donc en fait, le marqueur, c'était bien Aix-les-Bains, et la bannière derrière laquelle il fallait se mettre, c'était Aix-les-Bains. Donc on a travaillé vraiment sur l'identité par rapport à ça pour faire admettre aux autres territoires que la bannière, c'était Aix-les-Bains. Ensuite, il fallait que tout le monde y trouve son intérêt. Parce qu'on ne va pas dans le collectif, vous avez parlé beaucoup de collectif, on ne va pas dans le collectif si à un moment donné, les différentes personnes qui constituent le collectif n'arrivent pas à trouver une réponse à « What's in it for me ?» Ça me rapporte quoi? Moi, je veux bien aller dans le collectif, mais moi, parce que moi, je suis élu, je suis acteur de mon territoire, donc ça me rapporte quoi? Donc je vais sur une bannière plus grande à partir du moment où j'ai identifié que ça rapportait quelque chose au territoire. Et donc là, on a continué aussi à travailler là-dessus en disant, donc Aix-les-Bains, ok, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Maintenant, il faut travailler sur un peu plus sur la notion de l'eau et de la montagne. Il y a les Bauges juste à côté, qui sont un autre gros marqueur massif très, très intéressant d'un point de vue justement biodiversité et autres. Et donc on arrive à Riviera, parce que la Riviera, c'est la montagne qui tombe dans l'eau. Et autre chose, c'est une montagne, une eau réchauffée, parce que dans la tête des gens, la Riviera, c'est l'eau chaude. Alors que la problématique du lac du Bourget, c'est eau froide. D'accord. Donc Riviera, ça montre en fait, là, ça situe l'espace en fait et le territoire dans un lieu où il y a à la fois de la montagne, mais qui descend dans l'eau, avec tout ce que ça peut concerner, donc les rivières et autres, parce qu'il y a plein d'autres choses. Il y a toute une identité aussi autour de l'eau mouvante, hein, et puis de l'eau du lac avec la partie poisson et autres. Et le dernier point, c'est où on est. Où on est. Et là, quelle autre grande bannière on peut trouver qui nous rassemble tous? Les Alpes.
Vous vous rendez compte, d'un seul coup, on dit en plus, on est dans les Alpes. Ça veut dire que mondialement, on nous repère. C'est-à-dire que sur la carte, Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, Aix-les-Bains, ok, bain égale thermalisme, Riviera des Alpes égale j'ai de l'eau, enfin de la montagne enfin de l'eau qui tombe de la montagne, des vignobles et autres, et je suis dans les Alpes. Et là, d'un seul coup, avec une marque touristique, qui est une marque touristique, hein, qui n'est pas une marque de territoire, qui est une marque touristique, et bon, on met tout le monde d'accord. Et comme on met tout le monde d'accord, que tout le monde est conscient de ce que ça va lui apporter, ben, tout le monde y va. Tout le monde y va, et donc après on retombe sur effectivement ce que tu as dit, c'est que à partir du moment où on a un projet, et ben le projet, les gens y adhèrent. Ça crée un élan. Il y a une dynamique qui se crée, mais cette dynamique, elle part de la compréhension de qui on est. Oui, tout à fait. Non, c'est un exemple en tout cas très, très intéressant du travail sur la valeur territoriale. Il nous reste vraiment quelques minutes pour les questions. Alors je pense qu'elles peuvent s'afficher. Voilà, depuis le développement du projet autour du Noir, quelles répercussions quantitatives sur la fréquentation touristique, Ludivine? Est-ce qu'on a une idée de ça? Alors, répercussions quantitatives sur la fréquentation touristique. Aujourd'hui, donc, nous, pour vraiment évaluer l'impact des projets qu'on a menés, donc là, on vient de lancer toute une batterie d'évaluation. Oui. Donc, au-delà de tout ça, à chaque fois quand on mène les projets, on évalue derrière. Donc, on avait lancé une grosse évaluation, c'était en 2015. Oui, un peu plus en 2015, donc c'était sur justement l'impact économique, le panier moyen sur la destination. Et donc là, après Covid, donc du coup aussi c'est par rapport aux 10 ans du musée et les 10 ans de l'inscription du bassin minier au patrimoine de l'UNESCO. Donc là, on vient de relancer toute une série d'évaluations, et donc les chiffres vont sortir fin septembre. Donc clairement, fin septembre, si vous voulez, je pourrais vous communiquer. On est plutôt en croissance? Oui, on est plutôt en croissance. Bon, on est surtout en croissance parce que déjà, on a le musée où en termes de fréquentation, il y a eu une forte augmentation. On a aussi le développement des hébergements. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a de la demande. Donc on a développé encore plus d'hébergements. Donc voilà, quantitativement, ça augmente. Forcément. Ouais. Je peux juste rajouter quelque chose que je connais bien, cet endroit de France, pour être intervenu à de nombreuses reprises. Je pense que les normes, je comprends qu'on demande à un moment donné, mais les chiffres, c'est quoi, voilà, on en a parlé par au flux ce matin, mais en même temps, ils existent, quoi. C'est qu'ils existent. Enfin, je veux dire, moi, j'ai commencé à travailler avec les Hauts-de-France il y a 15-20 ans. On n'en était pas à se demander combien ça rapporte. On n'existe pas, quoi. On n'est pas là, quoi. Et non seulement ils existent, mais en plus, ils sont légitimes. Et donc ça va venir, le reste va venir automatiquement, mais c'est de longue haleine, il y a un sacré travail, mais ça va venir. Oui, c'est un travail en effet de long terme. Question d'Alexandre Allary. Chaque territoire doit-il intégrer les 3 piliers du tourisme durable, environnement, social et économique pour ressortir ses valeurs? Question courte, réponse courte. Qui veut y répondre? Je vais y aller rapidement. Tout rapidement. La réponse, oui. Facile. Mais j'ai envie de renverser. On a parlé beaucoup de tourisme durable, les 3 piliers, et je pense qu'on va parler désormais de exactement le contraire. Donc, comment intégrer dans la réflexion environnementale le tourisme, comment intégrer dans la réflexion sociale le tourisme, comment réfléchir dans l'économique et les différents modèles économiques, le tourisme. Et c'est exactement ce qu'on a fait depuis 2 jours. Donc, on renverse. C'est pas, comment dire, un guide, une obligation, on doit cocher, mais la dimension du tourisme, qui est la dimension de l'accueil, qui est la dimension de l'autre, de la compréhension, de l'identité, tout ça, oui, fait partie de ce phénomène de la durabilité et les regards croisés, la co-construction. Le tourisme devient le fil conducteur et non pas le tourisme durable. Une autre question. S'il ne faut pas reprendre les modèles ou les méthodologies existantes, alors quelles sont vos préconisations pour développer et révéler la valeur d'un territoire et la mise en œuvre concrète? Conviction. Qui veut s'y coller rapidement, là encore? Stéphane.
Comme je dis, il y a des communs. Le commun, c'est le collectif. Et c'est le collectif en amont du projet. Je pense que ça, c'est la clé de tout. C'est-à-dire cette capacité à mettre des gens qui vont vous parler du territoire, en fait, et qui vont projeter le territoire. Et je pense que ça, c'est fondamental, parce que ça va permettre de réinterroger aussi le projet. C'est de se dire, OK, on a un projet, comme je disais tout à l'heure, mais ce projet, il peut être conduit de manière très traditionnelle. C'est une réponse à un besoin fonctionnel ou une problématique de territoire. Mais en fait, à partir du moment où on va projeter quelque chose autour de ça, on va se dire, en fait, n'importe quel projet, même, voilà, on parlait avec des collègues sur les territoires, même une aire de camping-car, en fait, peut parler du territoire, parce qu'en fait, si on la remet en perspective, en fait, des modalités de déplacement historique, on se dit, en fait, ici, il y avait des aires d'arrêt, ça parle de sens, donc en fait, on raccroche à quelque chose. Si dessus, on a des gens qui vont y remettre encore une autre couche, en se disant, en fait, nous, habitants, ici, c'est des lieux qui nous parlent, et on va pouvoir ici révéler notre positionnement. On est dans un territoire insolite, où, voilà, donc on va le révéler aussi d'une autre manière, et en fait, chacun va apporter une pierre. Donc je pense que le collectif, la projection du collectif, de faire confiance à l'intelligence collective, c'est juste la clé. Et après, les méthodes, effectivement, on les adapte, et même les méthodes du design, c'est-à-dire que, voilà, on a tous le double de diamant, etc. Mais en fait, même nous, toutes ces méthodes-là, on les a adaptées, en fait, au projet. Et en fait, ça s'adapte aussi au contexte, et c'est au fur et à mesure qu'on va avancer avec les gens qu'en fait, on va adapter nos méthodes. Mais la clé, c'est vraiment la participation collective. 10 secondes, Evelyne et Ludivine. 10 secondes chacune. 10 secondes, moi, clairement, pour développer et de le faire de manière très collective, je pense qu'il ne faut pas non plus se donner de limites. Ouais. C'est ça qui est important, c'est d'accepter aussi toutes les idées, de ne pas dire non à une idée. Aujourd'hui, c'est la démarche nous qu'on mène sur la destination. C'est qu'on ne dit pas non à une idée, on prend toutes les idées et après on les analyse ensemble. Et on regarde, voilà, si c'est possible, pas possible. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on disait en ouverture justement des rencontres, c'est on a des rêves et maintenant il faut créer le plan pour les réaliser. C'est un peu ça qu'il faut faire aussi, puis il faut se faire confiance surtout. Evelyne ? Juste pour terminer en 10 secondes, en fait, révéler les valeurs. Moi, je tiens mes valeurs au pluriel. Pour révéler les valeurs, il faut avoir des fondations. 3 questions pour ça. C'est qui on est, quel a été notre passé, quels sont les pères fondateurs, entre guillemets, en fait, de notre territoire, qui on est à l'heure actuelle et où est-ce qu'on veut aller. Et une fois en fait qu'on a travaillé en fait sur ces éléments-là, on peut y aller justement. Bon, on resterait des heures avec vous. Clairement, le sujet est absolument passionnant. Malheureusement, on est contraint par le timing. En tout cas, un grand merci à nos intervenants. On peut les applaudir. On referme cette séquence. Vous pourrez bien sûr la revoir en replay dès la semaine prochaine sur le site de l'événement. Pour l'heure, on se donne rendez-vous dans quelques minutes. D'ici 5 minutes ici même dans la nef pour une table ronde sur la magie du voyage. Dans la salle du réfectoire, toujours à 11h45, une table ronde sur les nouveaux modèles économiques créateurs de valeur pour le territoire. Bonne continuation de journée à vous toutes et vous tous. Merci à vous.